Bienvenue sur ce podcast Les Unes, un podcast engagé, inclusif et authentique. Ceci est le premier épisode. Les Unes, c'est un podcast pour les femmes souveraines, puissantes et libres. Je suis Chloé Lune et aujourd'hui j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Maria pour démarrer cette aventure ensemble. Maria, on s'est rencontrés il y a quelques années. Tu es coach et artiste pour les femmes souveraines. Tu utilises Maria Libera comme nom et tu as formé et créé l'association Humanly Naissance Intime. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années. C'était une rencontre un peu fortuite et tout de suite il y a eu un lien de cœur à cœur et une grande inspiration qui m'est apparue. Donc merci à toi pour ta présence avec moi. Ce podcast, il se veut vraiment être comme un cercle de femmes assises l'une en face de l'autre, en toute bienveillance, en toute authenticité. Donc voilà, c'est parti. À toi, Maria. Merci Chloé, je suis très contente d'être là et c'est toujours un honneur quand il y a des stagiaires qui sont venus, qu'après on continue les liens, on se retrouve, je vous vois grandir, je vous vois prendre votre place, oser vos rêves et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Donc, tu m'as très bien présenté, je suis très heureuse d'être là pour inaugurer ton nouveau podcast et parler d'un sujet que j'adore, la souveraineté féminine, surtout parce que c'est bien de donner la nuance. Qu'est-ce que c'est être reine sans se la péter, tout en osant être, tout en osant briller, sans écraser les autres. Voilà, on va décortiquer tout ça au fur et à mesure. Mais déjà, merci pour me rappeler ces beaux moments où on s'est rencontrés. C'était les premières formations Rebosso où tu es arrivé comme ça, du ciel, et tu as dit, je suis là, et on a commencé, et nous voici aujourd'hui. Justement, Maria, la souveraineté, c'est le titre de ce podcast, une reine authentique. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi ce choix de titre et aussi qu'est-ce que c'est pour toi finalement la souveraineté? Comment est-ce que tu l'envisages? Oui, bah déjà, on a joué, c'est un jeu de mots, donc la reine authentique, une authentique reine. Déjà, c'est s'autoriser à vivre cette souveraineté au quotidien. Et puis, c'est aussi la reine de l'authenticité pour moi. Pour moi, l'authenticité, c'est un mot qui guide mes pas et que je travaille tout le temps. On n'a jamais terminé d'apprendre. Mais si j'ai une mission de vie, c'est de vivre de la façon la plus authentique, cohérente possible avec qui je suis. Et pour moi, c'est ça une reine. C'est une personne qui s'autorise à être parce qu'elle n'a pas à plaire, elle n'a pas euh, elle n'a pas à assurer quoi que ce soit, elle est déjà reine. Donc, elle n'a pas besoin de cacher des parties d'elle, elle n'a pas besoin d'être gentille quand elle n'en a pas envie. Une reine, elle n'est pas une fée marraine, elle n'est pas une fée clochette, elle n'est pas une princesse, c'est une reine. Elle a son côté obscur aussi et c'est assumé. Donc, moi, ce que j'aime amener dans le stage, c'est vraiment ça, c'est dire comment on peut naviguer à travers nos différentes facettes. Bien sûr, notre lumière, notre puissance, notre bonté, notre beauté, mais aussi comment on peut être reine le jour qu'on est en pyjama, le jour qu'on a des poils, le jour on s'est levé du mauvais pied, le jour qu'on a envie d'engueuler tout le monde. Comment on peut rester cohérente, rester authentique à qui on est sans cacher des morceaux de nous. Et évidemment, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire être désagréable, quitte à être authentique, mais c'est s'autoriser notre côté obscur, s'autoriser nos émotions aussi les moins jolies, tout en gardant l'humilité après de revenir en arrière. Donc, j'ai commencé avec les stages Je suis la reine de mon royaume. Ça a été l'évolution du stage que toi, tu as fait. Tu es arrivé par le biais du stage Rebosso. Donc, le Rebosso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rituel et un soin qui nous vient des terres mexicaines et qui est répandu en toute partie du monde, qui est repris sous différentes sauces. Pour moi, c'est une excuse pour fermer une porte et en ouvrir une autre. Donc, le soir Rebosso, c'est vraiment donc deux femmes qui vont prendre soin de la femme qui reçoit, qui ne vont pas la guérir, elles vont juste se positionner autant que canal, autant que doula, autant que présence qui garde l'espace pour que la femme qui reçoit puisse se sentir en sécurité, recevoir, renourrir, informer ses cellules qu'elle mérite de recevoir.
et puis repartir du soin avec des nouvelles ailes et en ayant enlevé sa carapace, en ayant nettoyé. Il y a d'autres outils aussi que j'utilise dans ces stages dont je parlerai tout à l'heure, mais notamment les ionistim, les saunas vaginales, que c'est des processus de nettoyage et de réappropriation de son propre corps. Donc, c'est un stage, je suis la reine de mon royaume, un stage qui se déroule sur 4 jours. Et c'est un stage, mais c'est une mission de vie, c'est s'aimer dans chaque femme les graines de la souveraineté, qu'elle puisse se retrouver autant que femme, qu'elle puisse se redécouvrir autant que légitime. Donc, on va parler de légitimité aussi. Et dans ces 4 jours, il y a une partie des formations où donc on apprend des outils, mais puisqu'on les apprend, pour moi, l'important, c'est qu'on les teste aussi. Donc, on va faire la théorie du ionistim, par exemple. On va les tester aussi. Donc, il va y avoir les côtés cérémonie, les côtés rituels. On va avoir la théorie du soin rebosso. On va aussi vivre les soins rebosso. Et c'est ça qui vraiment intègre l'enseignement. Sinon, ça reste trop dans le mental. Et c'est tellement magnifique. Ce que j'aime faire, comme tu te rappelles, Chloé, c'est les photos avant et après. Parce que les premiers jours, tout le monde arrive un peu avec ses carapaces, avec ses boucliers, avec le stress, la vie de tous les jours. Et puis, au fur des 4 jours, j'ai l'honneur de voir des femmes éclore, pleurer, libérer, s'autoriser. C'est un grand privilège. J'adore ça, au cas où ce n'était pas évident. Et au bout du 4e jour, elles sont avec les cheveux en bataille, avec les yeux qui brillent, avec les joues pleines de couleurs, avec une lumière, et je les vois repartir dans le monde. Je me dis, ce qu'on fait, c'est important, et nous sommes plein de personnes à travailler sur ces jardins, à nourrir l'épanouissement féminin. Qui en plus s'inspire après le masculin aussi. Donc, c'est aussi un autre projet que je développe, l'homme libre. Et on en parlera dans un autre podcast. Carrément. Après les unes, les uns. Ouais, moi, ce que j'entends surtout, Maria, c'est que pour toi, tout passe par le corps, en fait. Oui, oui, oui. Donc, la formation, c'est important, c'est la théorie, ça nous donne des bases qui après nous permettent d'être praticiennes, mais c'est le corps ment pas. Le cerveau peut nous raconter des histoires, le corps, quand il a mal, il fait une maladie. Quand il n'est pas écouté, pas respecté, il crie, il se fait entendre. Et quand on change notre vie, on commence par aller voir le corps, dire salut, bonjour, comment tu vas, c'est longtemps que je n'étais pas venue te voir, voici, je te donne de la douceur, de l'amour. Tu peux libérer toutes les émotions cristallisées, tu peux nettoyer. Donc, les rebosso, c'est vraiment du massage, une montée en chaleur, l'utilisation de l'eau par la vapeur, par vraiment un processus de purification. Au Mexique, ils l'utilisent même en combinaison avec le temazcal, avec les huttes de sudation, que c'est vraiment des huttes où on va à l'intérieur, on met de la vapeur sur des pierres brûlantes et ça crée de la vapeur dans l'air. Et c'est accompagné par des chants, par justement cette connexion avec les éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Et ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est un espace où on puisse naviguer à la redécouverte de notre propre corps et qu'on puisse en refaire une priorité. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui nous prend des valeurs, notamment depuis l'enfance. Ça dépend les pays, les endroits, mais il y a beaucoup la notion de sacrifice, la notion de presque serrer baisser parce qu'il faut être humble, la notion de travailler dur, mériter. Et ben moi, j'ai envie de dire le contraire de ce qu'on nous apprend. Donc, voici mon authenticité. Moi, j'aime bien re-questionner. Que les femmes se disent pourquoi j'ai voué ma vie au sacrifice pour la famille, pour le travail. Je ne vis pas la vie que j'aimerais, mais c'est bien parce que je sers ma famille, je sers les intérêts des autres. Or, je suis la première à croire dans la famille, je suis la première à croire dans des valeurs comme voilà, le service aux autres. Mais quelque chose que j'ai dit aux mamans quand je les vois, parce que je suis aussi accompagnante périnatale, c'est si tu veux bien prendre soin de ton enfant,
il faut que toi, en tant que mère, il y a quelqu'un qui prend soin de toi, il y a quelqu'un qui te nourrisse, il y a des ressources, des personnes voilà, que tu te fasses ta propre priorité, que tu t'autorises à recevoir. Sinon, comment tu pourras offrir à ton enfant la bienveillance, l'amour, l'attention qui peut donner une femme reposée, une femme épanouie, si tu vis que dans les sacrifices. D'où l'intérêt de trouver un équilibre, on va y revenir. Donc, c'est qu'on travaille dans les stages et puis dans les entretiens privés que j'offre, c'est dire comment je vis ma vie aujourd'hui. Pourquoi je la vis comme ça? Pourquoi j'ai fait ce travail? Ah, parce que j'ai des croyances limitantes qui me disent que il faut que je sois caissière à Super U pour gagner ma vie, même si en réalité, moi, j'aimerais aller nager avec les dauphins. À un moment donné, on se dit, et si je m'autorisais? Et si je m'autorisais à suivre mes rêves? Si mon rêve, c'est d'être caissière à Super U, il n'y a pas de souci, vivons notre rêve. Mais la plupart des fois, les femmes ont plein de rêves dans les tiroirs qu'elles ne s'autorisent pas à vivre parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui passe avant elles. Donc, c'est de vraiment remettre la femme au centre, remettre la femme comme protagoniste. Et on va voir donc qu'est-ce qu'elle ne s'autorise pas et pourquoi. Et souvent, il y a les injonctions de la société, les injonctions de la famille. On fait des travaux qu'on pense vont nous donner de l'argent. Et comme ça, on perd l'opportunité de réaliser nos propres rêves. C'est une phrase que je dis souvent, c'est dans la vie, soit tu travailles pour ton propre rêve, pour réaliser ton propre rêve, soit tu te retrouveras à travailler pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose vraiment que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Je faisais les vendanges et puis au bout de quelques jours, je me suis dit, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je quitte les vendanges, je rentre chez moi et j'ai créé Humanly. J'ai créé une association au service des femmes, au service de la souveraineté féminine, au service de la périnatalité, au service de la naissance, au service du soin des femmes, parce que j'ai plus le temps de m'occuper des rêves des autres. C'est pas mon rêve d'avoir un champ de vigne, mon rêve c'est d'être au service des femmes. Et évidemment, il y avait la petite voix qui disait oh, comment tu vas faire, tu gagneras pas ton argent comme ça. Mais en fait, ma vision était claire. Je savais exactement quoi je voulais faire de ma vie et pourquoi. Pourquoi c'était important pour moi. D'où on va voir tout à l'heure les pouvoirs de l'intention. À ce moment-là, ça s'est vraiment manifesté que si c'est juste pour moi, que si c'est sa mission, si c'est la mission pour laquelle je suis là, et si je m'autorise à la vivre, les portes vont s'ouvrir. Je vais trouver ma façon de faire entrer aussi de l'argent pour me soutenir et pour vivre et pour nourrir ma famille. Parce que ma mission est claire, je sais exactement qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux et comment on va le faire. C'est pas grave, tu vois, on a créé le festival universel, je donne un autre exemple, le festival universel, le festival de la vulve, on a commencé, on avait 0 euros, mais c'était une évidence que ce festival devait apparaître. Et donc, on l'a juste commencé, peu importe si on n'avait pas le sou. Et comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'à fur et à mesure, il y a des idées, des personnes, des projets, on est arrivé à mettre ensemble tout ce qu'il fallait et on s'est retrouvé que le plus on arrivait à faire entrer des sous, le plus on pouvait payer les artistes, payer les festivals, payer la technique. On s'est retrouvé avec un budget de 38 000 euros. Donc, on a dépensé 38 000 euros pour la création des festivals et attention, on a gagné 38 000 euros. Donc, c'est bien, au final, on était à zéro. Pour une première édition, c'était super. Mais c'est un bon exemple parce qu'au début, quand j'ai commencé, mais moi, je n'avais pas 38 000 euros. Je ne savais pas du tout comment j'allais trouver une telle somme. Je ne pouvais même pas imaginer dans ma vie de dégager une telle somme pour un seul événement. Mais c'est tellement une évidence que c'est ça qu'il fallait faire. Ce n'était même pas mon bébé. C'était moi, j'étais là, puis ce bébé m'est tombé dessus et il m'a dit « fais-moi naître ». Donc, moi, j'étais au service de ses rêves et j'étais en confiance. Je me disais « s'il veut naître, c'est qu'il doit naître ». Donc, les comment c'est l'univers qui sera. Moi, je vais mettre mes talents à disposition. Et c'est ça que je dis aux femmes, des fois, quand elles se disent oui, mais quand même, il faut être réaliste. Je vais être accompagnante des femmes, mais il faut que je garde mon travail de faire du ménage à côté. Moi, je lui demande, c'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est faire du ménage? Si c'est le cas, continue. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tu perds du temps? Pour moi, la vie, c'est comme un jardin. Et chaque endroit du jardin, il va être nourri, arrosé, ensemencé et va fleurir. Et selon l'endroit qu'on nourrit le plus, c'est celui-là qui va fleurir. Donc, si on dédie notre temps, notre énergie, notre attention
euh, pour, euh, pour faire du ménage, on va être très bon en ça et on va ouvrir une entreprise de ménage, je ne sais pas moi, mais ça va peut-être pas être c'est qu'on rêve. Donc, l'effet de s'autoriser, vraiment, c'est légitimiser à dire, moi, j'ai le droit de vivre de mes rêves et le reste va se mettre en place. Donc, c'est ensemble avec le pouvoir créateur de l'intention, on est d'accord? On est carrément d'accord. À partir du moment où il y a une intention claire qui est posée, il y a vraiment de l'espace et une possibilité pour que ça se manifeste à l'extérieur de soi dans notre vie. En tout cas, Maria, ce que j'entends là sur ton parcours de vie, c'est qu'il y a eu vraiment un changement de posture qui s'est opéré, quelque chose de très très clair, comme si en fait tu répondais à un appel presque viscéral à l'intérieur de toi, vis-à-vis duquel tu ne pouvais pas ne pas répondre. Est-ce que c'est ça pour toi? Sûrement, et c'était vital. Comme un appel du cœur, en fait. Moi, c'est vraiment ça dont j'ai l'impression. Vraiment l'appel de la survie. Je me suis retrouvée soit à oser, soit à me retrouver dans une machine du système qui ne me convenait pas et qui allait me tuer au petit feu. Donc, la vie m'a lancé des épreuves, mais elle m'a demandé, et maintenant tu fais quoi? Et maintenant tu fais quoi? Et j'ai dû choisir. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est ayez le courage d'être libre. Be brave enough to choose freedom, de choisir la liberté. Et il faut du courage pour choisir la liberté, mais ça donne ses fruits. Donc c'est vraiment, tu vois, je viens d'Italie, c'est un pays catholique, il y a beaucoup, plus que catholique, c'est l'article numéro 1 de la République italienne dit que l'Italie, c'est une république fondée sur le travail. Ça veut dire que depuis qu'on est tout petit, en Italie, et j'imagine en plein d'autres pays, on nous dit, tu as de la valeur si tu travailles. Par exemple, le RSA en Italie, c'est un concept inimaginable. Déjà, en France, c'est très critiqué, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour montrer comment en Italie, ça ne pourrait même pas exister, parce qu'en Italie, tu existes à travers ce que tu fais, à travers comment tu travailles dur, comment tu étudies dur. Rien qu'à l'école en Italie, les lycées, c'est quelque chose qui prend toute la place et vraiment, il y a une honte sociale si on n'y dédie pas de l'attention et de la dédition. Alors que quand je suis née en France, ça dépend de où et comment, mais j'ai vu que quand même c'était un petit peu plus relax. On n'existait pas qu'à travers ces notes d'école et en année sabbatique, c'était conçu, c'était accepté et l'effet j'ai trouvé un peu plus relax les gens, on va dire comme ça. Ouais, un peu comme si, en tant que femme, il y avait cette idée que on devait tout le temps dealer avec des injonctions encore plus présentes, plus culpabilisantes et que, à un moment, en tout cas, quand je me relie à ton parcours de vie, à ce que tu nous partages, il y a eu un switch qui s'opère, qui est passé par ton corps et c'est vraiment quelque chose, quand je t'entends partager, depuis tout à l'heure, qui, vient du corps et ensuite comme si ça se reliait au cœur et puis, quelque chose qui se déploie autour de l'intention, de l'intuition, de cette, créativité aussi qui émane de soi. Oui, tu as cité beaucoup de sujets en même temps. Tu as parlé du corps, de l'intention. Donc, pour reprendre depuis, pour amener les personnes qui nous entendent dans un fil doré, ce que j'ai envie de partager, c'est que un jour, je me suis retrouvée sur une plage en Bretagne. J'étais partie en Bretagne parce que je voulais oublier un chagrin d'amour. Et c'était très intéressant parce que bon, tout le monde a eu des chagrins d'amour, mais moi, c'était un homme que j'avais quitté alors que j'étais encore amoureuse de lui. Et je l'avais quitté parce que son style de vie, son hygiène de vie, voilà, c'était une personne qui était beaucoup dans la consommation des produits, alors que moi, je buvais pas, je fumais pas, les produits, c'était pas quelque chose qui faisait partie de ma vie et j'avais pas envie de ça dans ma vie. Mais mon corps était amoureux parce qu'il aime le mélodrame. Et donc, je me retrouvais partagée entre cette histoire d'amour passionnante et plein de chagrins où j'avais pas envie d'être, mais j'y étais parce que j'étais amoureuse. Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, là, je choisis. Je choisis d'être avec une personne qui ne me correspond pas, où j'ai choisi de fermer cette porte et de me réapproprier de ma vie, de me réapproprier de mes choix. Et donc, j'ai fait les choix conscients de le quitter.
Je ne dis pas que ça a été drôle, mais j'étais très fière de moi parce que je voyais que ces côtés amoureux de ma part, c'était vraiment juste mes blessures qui me disaient, vas-y, cuisine encore un peu, cuisine-toi encore un peu, souffre encore un peu dans quelque chose qui ne te convient pas. Et donc, je me suis réappropriée de mes émotions, de mon cœur, de où je mettais mon amour. Et je suis partie en voyage pour l'oublier. C'était très à l'italienne, quoi. Et donc, j'arrive en Bretagne, en Finistère. Je suis allée au bout du monde, dans le vrai sens du terme, donc au Finistère. Et j'ai trouvé une plage énorme, immense, où il n'y avait personne et il y avait l'horizon en perte de vue. Vraiment, j'avais les mondes ouverts devant moi, comme juste en Finistère, il peut y avoir. Et là, il y a ces mantras chansons qui m'est arrivé. Ces mantras que tu connais. Je suis la reine de mon royaume, je suis la reine de mon royaume, je suis la reine de mon royaume, je suis la reine de mon royaume. Et j'ai dû passer des heures avec cette chanson dans la tête, qui était très simple parce que je ne suis pas chanteuse, mais qui est restée dans mon cœur. Et quand je suis rentrée donc dans le sud, je me suis dit, je vais mener ces mantras aux femmes que j'accompagne. C'est quelque chose qu'on chante dans les cérémonies des saunas vaginales, des yonistim, c'est quelque chose qu'on chante dans les retraites. C'est tout simple et c'est quelque chose qui nous relie à se réapproprier de nous-mêmes, de notre corps, de notre puissance. Donc, tu as parlé du corps, c'est important. Les corps ne mentent pas, on le disait tout à l'heure. Si on vit une vie qui ne nous correspond pas, c'est là qu'on va faire un cancer, c'est là qu'on va se casser quelque chose qui va nous empêcher d'avancer et qui va nous dire arrête-toi, regarde-toi, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Donc souvent, les accidents ou les grosses maladies, évidemment, c'est très dur à vivre, mais c'est des grands maîtres. Moi, j'ai de la gratitude pour ça dans un deuxième temps. Premier moment, c'est pas drôle. Et d'abord s'autoriser la colère. Comment? D'abord s'autoriser la colère et toutes les émotions inconfortables qui sont liées à un événement qui peut être compliqué et douloureux et ensuite seulement peut-être la gratitude. Évidemment, je me demande juste qu'est-ce que ça peut m'apprendre en fait, qu'est-ce qu'il vient me dire. Et voilà, et des fois, c'est par exemple d'avoir trop forcé ou d'avoir trop donné. Justement, les femmes qui ont des problèmes au sein, souvent, c'est qu'elles ont trop donné parce que le sein, c'est là où ça donne. Les femmes qui ont tous les problèmes liés à l'utérus, bon, évidemment, c'est des grandes généralisations, mais pour faire des exemples, l'utérus, c'est vraiment ces coffres où on stocke tous les injustices, tous les abus, toutes les émotions, tous les moments de plaisir aussi. Et quand c'est trop plein, bah, ça produit des cellules de plus, ça fait des cancers, ça fait de l'endométriose, ça brûle, ça crie. Donc, écouter les corps, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement. Donc, j'ai mis un mot, womb keeper, gardienne des utérus, des gardiennes des matrices. Ce que je fais, c'est au-delà du médical, donc parce que je ne suis pas gynécologue. Donc, les personnes vont voir un gynécologue qui va lui dire, bon, vous avez... je ne sais pas moi, vous devez faire une ablation du col de l'utérus ou vous avez un papillomavirus ou vous avez un fibrome. Ok, donc les personnes viennent me voir et on va dire super, continue à travailler d'un côté médical. Avec moi, on va voir les émotions qui sont stockées à cet endroit-là. Avec moi, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui fait que vous vous sentez abusé, qui fait que vous ne vous sentez pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? Vraiment, il y a eu des personnes qui ont revécu, elles ont pris conscience qu'elles avaient vécu des abus quand elles étaient petites. C'est très puissant et encore plus quand c'est un groupe. Donc, je fais ça en individuel et en groupe. Et donc, une fois qu'on prend conscience qu'est-ce que le corps a à nous dire, on va y travailler avec, moi j'aime bien les choses simples, économiques, où les personnes peuvent faire en autonomie. Donc, notamment les saunas vaginales, c'est quelque chose que j'utilise pour que les femmes toutes seules puissent se retrouver avec leur casserole d'eau chaude et aller redécouvrir l'espace du corps. Même j'ai mis mon collier vulve aujourd'hui pour cette interview. Donc, la vulve, avec le festival de la vulve et la matrice, pour moi, c'est une porte d'entrée, dans le vrai sens du terme, vers notre coffre à secrets, là où on a toutes les réponses. Et mon but, ça serait d'arriver à
faire couler à l'extérieur tous les émotions et les vécus cristallisés qui ne nous servent pas, qui nous mangent de l'intérieur, et renourrir cet espace avec du plaisir, avec un sentiment de sécurité, avec des orgasmes conscients, avec plein de beauté. Et ça soigne des maladies en combinaison avec les médecins, bien évidemment. On va faire notre petit disclaimer sur place. Donc, les saunas vaginales, c'est un outil que j'aime transmettre parce que ça rend les femmes autonomes d'un bon pourcentage, on va dire, de ce qui est leur soin, les soins de leur propre corps. On devrait être toutes en mesure de prendre soin de notre propre corps au niveau au moins basique. Évidemment, s'il faut aller chez le médecin, on y va. Mais des petites mycoses ou toutes sortes de choses, l'endométriose, la soulager au quotidien. Les saunas vaginales, vraiment, c'est juste de la vapeur, de l'eau. Des fois, on y met des plantes. C'est bien juste d'avoir une première initiation que nous permet de faire les tours d'une année dans notre cycle, qu'est-ce qu'on a besoin comme plante, mais c'est quelque chose qui n'a aucun danger et qui est à la portée de tout le monde et qui était utilisé avant l'arrivée de la gynécologie. La gynécologie est là depuis 1800, mais avant, c'était les femmes qui prenaient soin des femmes et c'était peut-être moins invasif et moins intrusif qu'aujourd'hui. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est un peu les outils qu'on partage. On a parlé du rebosso, du ionissim, c'est les choses qu'on partage dans la retraite. Mais il y a aussi tout un aspect de redécouverte, d'aller creuser justement au fond de nous-mêmes, métaphoriquement et physiquement. On va explorer notre corps, on va explorer les émotions que ça nous procure, le fait d'aller explorer notre corps. On va dessiner notre corps, on va dessiner notre intimité, on va voir, donc c'est aussi de l'art-thérapie, pour aller voir, je me rappelle, ça m'a beaucoup impressionné un jour, cette stagiaire qui a peint sa vulve avec du noir et du rouge et c'était violent quoi. Et je voyais qu'elle était dans le processus, donc voilà, avec les autres facilitatrices, on accompagnait avec les tambours, avec les chants pour qu'elle s'autorise à lâcher tout ça. On voyait vraiment comme une glace qui se brise et une femme qui dévoile les cris des 30 ans qu'elle n'avait pas crié. Et après, une fois qu'elle a vécu ce qu'elle avait à vivre, tout simplement, je lui passais une autre feuille. Et je lui ai dit, tu as le droit de redessiner, de réinventer les couleurs de ta vulve, de ton jardin intérieur, de ton palais, de ton royaume. Donc pour moi, c'est une métaphore. La reine de son royaume, c'est une reine dans la vie qui s'autorise à éclore dans ses projets, mais c'est aussi une femme qui se réapproprie de son royaume, et ce royaume, mesdames et messieurs, c'est votre corps. Mais oui, mais totalement. En fait, notre cœur, c'est vraiment notre contenant, celui à partir duquel tout émane, en fait. Sans lui, on fait pas grand-chose. Et ce que j'ai envie de souligner en entendant tes partages depuis le début de l'épisode et qui est aussi au cœur de ce projet, c'est comment est-ce que, tout en prenant ma place, tout en étant moi, sans rien occulter, en m'accueillant dans tout ce qui me compose, comment est-ce que je peux venir aussi nourrir et soutenir la sororité avec toutes les autres personnes qui sont autour de moi et tisser des liens. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la société, on nous apprend qu'il faut être humble, qu'il faut pas se la péter, qu'il faut pas oser clamer ses talents, qu'il faut toujours, tu vois, un petit peu se rabaisser. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais quelqu'un qui ose franchement dire, moi, je suis bonne à faire ça. Moi, alors, je suis une super pro, c'est mal vu. C'est, ah, quand même, elle se la pète, elle se la raconte. Pourquoi? Le fait que moi j'ai des talents ne t'empêche pas d'avoir tes talents. Et pour moi, c'est un message important. Pour moi, nourrir la sororité, la sororité, c'est vraiment informer les femmes qu'elles peuvent briller et que ça ne veut pas dire que les autres aussi. Le fait qu'elles brillent ne va pas mettre les autres dans l'ombre. Tant mieux s'il y a un ciel étoilé, tu vois. Donc, après, on parlera du juste équilibre. Mais déjà, pour moi, dans les stages, on travaille la reine, mais on travaille la reine parmi les reines. Donc, c'est un stage,
tu vois, où moi-même, je ne me mets pas en reine des autres. Il n'y a pas cette hiérarchie. Moi, je guide, je suis au service. Au contraire, je suis celle qui sert les autres reines. Les femmes font leur processus, puis il y a moi avec les gants de toilette qui ramènent de l'eau chaude pour ne pas me brûler. Donc, c'était assez drôle. Ça me l'a rappelé. Une copine l'autre jour m'a dit, ah, je me rappelle de toi, tu avais ta robe des reines et puis tu avais les gants pour servir l'eau chaude. C'était assez comique. Toutes circonstances, en fait. Comme tu disais, Maria, on peut être en pyjama avec des poils décoiffés à tout instant. En fait, on est des souveraines, quoi qu'il se passe. Ah oui, oui, bien sûr. On peut être des reines et être au service des autres avec des gants de toilette dans les mains et un pyjama. Donc, pour moi, c'est vraiment montrer l'exemple, dire, OK, je suis reine, je m'autorise à avoir du confort, à avoir de l'argent, à vivre de mes rêves, à parler la voix haute et claire. Et toi aussi, tu peux. Parce que moi, je peux, toi, tu peux. Le plus on se légitimise notre liberté, notre puissance, le plus les autres aussi. Parce que, en fait, c'est ça vraiment. Tout le monde veut du pouvoir. Tout le monde veut de la puissance. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Teal Swan, qui est une super philosophe américaine moderne que je vous recommande de regarder si vous parlez l'anglais. Teal Swan, elle démonte les mythes du mauvais pouvoir. Elle dit, tout le monde veut du pouvoir, tout le monde veut de la puissance. C'est juste qu'on ne se l'autorise pas. Donc, ça fait qu'on le veut quand même, mais qu'on manipule notre entourage pour l'obtenir. Que ceux qui disent non, moi, ça ne m'intéresse pas le pouvoir, souvent, c'est une façon pour donc montrer comment ils sont bons, comment ils sont élevés spirituellement. Et donc, c'est une façon pour avoir du pouvoir, pour avoir de la reconnaissance sociale. Et surtout, ce qu'elle dit Tilson, c'est que tout le monde veut du pouvoir, ça dépend juste de quelle forme prend ce pouvoir. Par exemple, il y a une personne qui veut avoir de l'argent, c'est une forme de pouvoir. Pas tout le monde, il y a des personnes qui, leur façon de vouloir du pouvoir, ça va être, par exemple, avoir des connaissances. Pourquoi on veut des connaissances? C'est une forme de puissance. Si on a des connaissances, justement, ça le dit le mot, des connaissances, c'est notre puissance. Si on veut avoir des techniques de soins, c'est une façon pour avoir du pouvoir dans notre vie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, le pouvoir, c'est quelque chose de très critiqué. Le pouvoir, c'est mauvais. Non, le pouvoir, c'est une arme à double tranchant. Avec un couteau, je peux tuer quelqu'un ou je peux cuisiner quelque chose de délicieux. Je peux couper des cordes qui emprisonnent quelqu'un qui est dans un piège. Avec un couteau, je peux faire du bien avec du mal et du mal. Donc, le pouvoir, c'est pareil. Avec du pouvoir, je peux nuire aux autres ou je peux utiliser mon pouvoir pour soulever les autres avec moi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je m'autorise à... J'assume que j'ai du pouvoir et ça peut prendre différentes formes et je l'utilise pour nourrir mes sœurs autour de moi. Donc, c'est vraiment, on va parler aussi de l'abondance financière tout à l'heure parce que tout est lié, tu vois. Et en tout cas, pour clore avec la place qu'on prend autant que reine, c'est trouver le juste équilibre. Le juste équilibre entre oser prendre sa place autant que femme, autant qu'humain, sans écraser les autres. Donc, comment moi je peux dire ma vérité et avoir le courage de m'excuser quand ma vérité a pu blesser quelqu'un d'autre. Donc, je vais être authentique. Si je suis en colère, je ne vais pas cacher ma colère. Si je suis triste, je ne vais pas faire semblant d'aller bien. Donc, ça peut m'arriver parce que je suis un être humain et je suis pas fière de quand ça m'arrive, mais ça peut m'arriver que je peux être maladroite dans ma cohérence où je vais exprimer ce que je vis. Je peux être maladroite et nuire aux autres. Donc, évidemment, le juste équilibre, c'est d'avoir le courage d'aller voir les autres et dire, écoute, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Je t'ai montré mon authenticité, je n'ai pas fait semblant, je n'ai pas fait bonne mine et puis derrière, je suis allée faire gna gna gna. J'ai dit mes 4 vérités. Maintenant, je suis désolée, je m'excuse, pardonne-moi si ça t'a blessé. Donc, c'est cet équilibre-là où moi-même, j'ai travaillé encore. On a toute la vie pour apprendre. On a toute la vie pour apprendre et pour travailler, ça, c'est sûr. Maria, tu fais un lien super puissant, à la fois
tenu, mais en même temps très très intéressant, entre la puissance et le pouvoir. Dans cette idée que c'est vraiment un double mouvement à l'intérieur de soi, avec cette puissance qui émane depuis l'intérieur, qu'on peut ressentir dans notre utérus, dans notre bassin, dans notre assise, dans le cœur en fait. Quand on ose dire notre vérité, même si notre voix tremble, et ces jeux de pouvoir qui peuvent être utilisés entre nous dans des dimensions psychiques abusives. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai des liens avec les ressources que tu nous partages pour les retrouver après l'épisode. Et donc, tu voulais aussi nous parler du lien entre l'argent, l'abondance et les femmes. Ah oui, parce que c'est bien connu, il faut être humble, il faut être modeste, il faut se sacrifier et surtout, il faut être pauvre. On est tous d'accord, non? Parce que si on a des sous, c'est pas bien. Pourquoi avoir des sous, c'est pas bien? Parce qu'en fait, ça rend jaloux les autres. Parce que donc l'abondance financière, c'est un chapitre qu'on aborde aussi dans le stage Je suis la reine de mon royaume et souvent je l'amène comme ça. On commence à parler de l'archétype de la reine, puis par groupe, chaque groupe va élaborer l'archétype de la reine, donc comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle se positionne, comment elle travaille, comment elle gère ses relations avec les autres. On va vraiment l'imager. On va marcher comme une reine, on va oser parler la voix haute et on va voir vraiment la résistance qui se crée. Il y a les femmes qui n'osent pas, qui s'excusent, Bon, voilà. Donc, déjà, on travaille sur l'archétype de la reine. Donc, moi, à un moment donné, il y a le retour en groupe. Tout le monde présente son archétype de la reine. Puis, moi, j'écoute. Puis, je souris à l'intérieur. Puis, j'écoute, j'attends. Puis, j'entends des reines magnifiques qui viennent. Puis, à la fin, personne n'a parlé de l'argent. Puis, moi, j'aime bien provoquer, comme tu as peut-être remarqué. Et donc, à un moment donné, je demande tout le monde à parler. Oui. Vous n'avez plus rien à rajouter sur la reine? Oui. Et à un moment donné, je pose la question, est-ce que la reine a des thunes? Et je fais exprès utiliser des mots familiers, tu vois. Et puis, les stagiaires restent un peu surprises. Puis, je dis, oui, est-ce qu'une reine a de l'argent? Et c'est super intéressant. Souvent, elles sont un peu déstabilisées, puis elles commencent à dire, mais de l'argent comment? Oui, elle a de l'abondance. Elle a de l'abondance d'amour, de l'abondance de gens qui l'aiment, elle a de l'abondance de... Moi, je suis là, non. Est-ce qu'elle a des sous? Est-ce qu'elle a des pièces? Est-ce qu'elle a des thunes? Et tu vois vraiment à quel point c'est un sujet qui met mal à l'aise. D'un coup, personne ne sait plus quoi dire. Puis, tu as toujours celle qui dit, oui, mais l'argent, c'est pas important dans la vie. Oui, mais c'est pas ça qui compte. Mais bien sûr, on est d'accord. Donc, je laisse cette provocation faire son chemin. Et puis, elle-même, elle commence à se rendre compte de leur propre résistance au sujet, tu vois. C'est très drôle, quoi. Parce que, donc, on creuse. Puis, ce que je fais normalement, je raconte ma vie. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long, mais je raconte que voilà, j'ai pu avoir des moments de ma vie où j'étais assez pauvre et ce n'était pas un choix. C'était, voilà, je viens d'une famille assez pauvre et donc j'ai toujours eu à manger, à dormir, mais pas plus. Et à ce moment-là, c'était la vulnérabilité que je voyais dans ma mère. La vulnérabilité d'une femme seule avec 3 enfants qui faisait l'impossible pour nous nourrir, qui a toujours arrivé, mais qui émanait ces manques, émanait cette vulnérabilité. Toujours d'être sur le fil du rasoir, est-ce qu'aujourd'hui on va voir le petit-déj ou pas? J'ai beaucoup d'admiration pour comment ça en est sorti, mais ça m'a laissé avec ces sentiments de vulnérabilité. Après, j'ai testé autre chose. J'ai testé depuis j'ai 15 ans, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je donnais des cours particuliers. C'était ma façon d'être autonome, de me sentir valorisée par moi-même et par mon entourage, par mon grand-père qui me disait c'est bien, travailler c'est bien. C'est comme ça que tu auras de la reconnaissance sociale et comme ça je vais t'aimer. Et donc j'ai expérimenté ça. Donc je me suis dit, est-ce que l'argent fait la félicité, fait le bonheur? Et figure-toi que j'ai fait ma petite thèse du bac sur les sujets. Je faisais langue étrangère et donc, comme sujet, j'ai développé, est-ce que l'argent fait le bonheur?
dans voilà, la littérature italienne, la littérature française d'ailleurs, et la littérature chinoise. C'était ma troisième langue, parce que j'aime bien me compliquer la vie. Donc, pour couper court, j'ai développé tout ça. J'ai testé le fait de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. J'ai vu qu'effectivement, le plus j'en gagnais, le plus j'en dépensais, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Après, j'ai eu une autre période de ma vie où j'étais officiellement sans argent, mais vraiment. Et en fait, j'étais en voyage et ça a été le moment le plus beau de ma vie. J'ai fait une tonne de voyages jusqu'en Australie, Tasmanie, l'Europe de l'Est, du Nord, sans un sou absolu. Et il y avait que de la magie, que de l'abondance qui me tombait à les pieds. Les gens, les situations, tout le monde m'hébergeait, tout le monde me nourrissait, c'était un enchaînement de miracles et je me suis jamais sentie autant riche dans ma vie. Donc là, c'était intéressant parce que c'était ne pas avoir de sous, mais ne pas se sentir vulnérable non plus. Au contraire, se sentir riche dans le manque financier. Donc, j'ai cheminé un peu dans tous les vallées de l'argent. Aujourd'hui, j'assume que je suis OK avec l'énergie de l'argent. Je suis OK avec le fait de gagner de l'argent et je sais pourquoi et je peux vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est une énergie. Et c'est une énergie que j'ai la possibilité de faire circuler. Donc, pour moi, garder de l'argent, ce n'est pas quelque chose que je vais stocker dans un coin. Je ne vais pas mettre des sous de côté pour être riche. Et voilà. Au contraire, je vais mettre de l'argent de côté juste ce qu'il me faut pour financer mon prochain projet. Et comme ça, continue. Donc, j'ai toujours 4, 5, 6, 10 projets sur la planche que je gère tous en même temps et qui vont très bien tous en même temps parce que c'est tous des bébés qui me tombent du ciel. Donc, je n'ai pas autre choix que les servir, les nourrir, les faire grandir. Et l'argent généré par un projet nourrit un autre. Donc, nous, on fait des éditions, des formations, des événements. Ce qu'on gagne avec un festival, on va l'utiliser pour une édition sur le placenta. Ce qu'on gagne avec l'édition, on va l'utiliser pour louer un lieu pour de l'accueil. Ce qu'on gagne avec ça, on va, tu vois. Donc, pour moi, aujourd'hui, déjà, l'argent, c'est un outil pour réaliser mes rêves. Et en plus, moi, c'est mon choix, mais j'ai fait mon vœu, tu vois, de ne pas utiliser évidemment l'argent pour des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce que je veux. Donc, évidemment, je ne vais pas investir je ne vais pas utiliser l'argent pour acheter des armes. Je vais utiliser l'argent pour financer les autres femmes. Donc, je me fais une fierté avec Humanly de financer au quotidien des femmes, des artisanes, des artistes, des mères, des créatrices, des collaboratrices qui donnent leur talent et qui ont le droit de le faire de façon récompensée par l'argent. Évidemment, il y a autre chose dans la vie que l'argent et ce n'est pas la seule chose qui compte, mais c'est un outil, entre autres, pour réaliser plein de belles choses dans la vie. Et ça n'empêche pas qu'en parallèle, on peut créer aussi un monde où on n'a pas besoin d'argent. Mais ce qui est important pour moi là-dedans, c'est d'avoir le choix. Il y a une différence entre dire je vis sans argent parce que l'argent, ce n'est pas important. Et en fait, je subis mon choix. Par exemple, je ne peux pas me permettre de faire telle formation parce que je n'ai pas d'argent ou je ne peux pas me permettre de me loger décemment cette nuit parce que je n'ai pas d'argent et je suis à la rue. Ça, ce n'est pas un choix. Ça, je subis mon choix. Par contre, si j'ai fait le choix consciente que ça me va très bien ce soir de dormir à la belle étoile ou que cette formation, j'ai envie de la payer en échange de mon talent, tu vois, à ce moment-là, c'est un choix. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de garder cette liberté et de s'autoriser à gagner de l'argent si pour nous, c'est l'outil qu'on choisit à ce moment-là pour réaliser notre projet. Et je pourrais continuer très longuement sur le sujet, mais je vais clore. C'est juste pour dire, réinventer la place de l'argent. Et vraiment, j'aime bien démonter un peu les idées reçues sur l'argent. Aujourd'hui, quand je peux donner 1000 euros à une designer créatrice qui a fait un beau bébé qui descend dans les bassins et moi, je peux lui donner 1000 euros et en acheter une cinquantaine et les revendre pour que d'autres personnes puissent être inspirées pour son travail parce que cette femme, elle vit dans un système où après, elle va avoir besoin de l'argent pour autre chose, ben, j'en suis fière. Et après, tant mieux si à côté, je peux échanger des services sans argent. Moi, tous mes stages et mes consultation, il y a un prix qui est toujours flexible pour que l'argent ne soit pas un obstacle. Ça, c'est la seule chose que je dis. Il ne faut pas que l'argent soit un obstacle. Mais je suis fière même de dire, oui, donnez-nous de l'argent à Humanly parce que
voici pourquoi on l'utilise, voici à qui on le redistribue. Et c'est vraiment quelque chose que j'invite les autres à faire aussi. Créons un monde sans argent d'un côté et de l'autre, puisque de toute façon on vit dans un monde avec de l'argent, ben mieux vaut en gagner en réalisant nos rêves. Oui, je suis fort en résonance avec toi sur ce que tu viens de nous partager. Merci beaucoup, Maria, pour cette interview qu'on vient de passer ensemble. J'ai vraiment envie de souligner cette différence que tu fais entre l'argent, l'abondance, le manque et l'abondance, dans cette idée de continuité. Et tout ce que je t'entends partager depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, pour toi aussi, cette continuité, elle passe à partir et à travers notre corps, notre espace ressource. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est vraiment quel est le choix pour moi-même que je m'offre et comment est-ce que je peux m'intégrer et m'insérer dans ma propre cohérence. Tu as beaucoup utilisé ce terme. Moi, j'ai envie de partager qu'il y a un truc qui me soutient au quotidien, c'est de me dire que quoi qu'il se passe, en fait, j'ai le choix, la possibilité de ce que je me donne à vivre, de la façon dont je réagis aussi avec le monde extérieur et aussi qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crée ce podcast en fait et que j'invite des femmes comme toi avec des parcours de vie qui sont vraiment différents des miens, qui sont très très inspirants pour moi, pour aussi diffuser des messages autour de la souveraineté, dans cette idée qu'on ne peut pas nous l'enlever en fait. Quoi qu'il se passe, jamais notre souveraineté, elle nous appartient. Notre souveraineté, elle est à l'intérieur de nous, dans notre espace ressource à l'intérieur, dans notre espace de liberté. Ouais. Liberté, c'est mon nom. Je m'appelle Maria Libera, donc je suis très honorée d'incarner en même temps l'énergie de Maria, donc les sacrifices, les services, la femme au service des autres, la mère, et à la fois libre. Maria Libera, ça veut dire Marie libre, et je vous souhaite à vous toutes et à vous tous que vous écoutez d'être libres. Yeah, merci beaucoup Maria pour ce partage tellement riche, tellement puissant, tellement authentique. Donnez-vous le temps d'intégrer. Je suis consciente que j'ai dit le contraire de ce qu'il fallait dire. J'ai fait exprès moi, mon but, c'est que vous posiez des questions, pas que vous soyez d'accord avec moi. Donc ça, c'est un message pour les personnes qui écoutent. Soyez pas d'accord avec moi, trouvez votre propre liberté, votre propre vérité, mais allez la chercher, allez la creuser. Donc, si je peux juste vous laisser avec ça, donnez-vous le temps de réécouter ce podcast. Et des fois, je dis des choses, ça peut vous faire une résistance. C'est fait exprès. C'est pour dire, ah, bah, t'as vu, tu fais une résistance. Pourquoi? C'est quoi ta vérité? Donc, avec ça, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans un stage ou un accompagnement. C'est la fin de ce premier épisode. Je vous invite, comme disait Maria, à l'arrêter, à le reprendre, à l'écouter quand vous en aurez envie. Surtout à garder ce libre arbitre, cette possibilité-là de vous questionner, de ne pas prendre les choses pour des paroles d'or, en fait, juste aussi exercer cette capacité de réflectivité, de réflexion. Voilà. Mettre en œuvre cette possibilité qu'on a tous aussi de faire des choix pour nous-mêmes, de se soutenir à notre façon, de se questionner, de s'interroger et voilà aussi prendre conscience que autour de soi, on a tous des avis qui sont très différents et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est cette diversité et cette multiculturalité. Voilà, donc si ce podcast, il vous parle, si ce podcast, il vous plaît et que vous sentez que vous avez envie de le partager autour de vous, bienvenue de le faire, c'est vraiment pour ça qu'il est créé. N'hésitez pas aussi à le liker, à le commenter, à lui donner des notes. C'est aussi ça qui permet à ce projet d'exister, d'être diffusé au niveau de la toile internet. Je vous remercie de cœur à cœur. C'est Chloé Lune et c'est vraiment un grand, grand plaisir